Guten Abend zusammen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Universitätsfamilie, cher tout le monde. Bonsoir und herzlich willkommen heute Abend hier in diesem Joseph Deiss Hörsaal. Ce n'est pas tous les jours qu'on a deux prix Nobel dans la même salle. Un prix Nobel de physique, Didier Queloz, qui est le président de la Fondation Marcel Benoît, et le prix Nobel suisse, donc le prix Marcel Benoît, Pascal Gigax, qui va donner sa conférence ce soir. Mais avant de vous laisser avec Pascal, un petit rewind historique. On est juillet 2024. Je viens à peine de digérer, d'ailleurs je ne l'ai toujours pas digéré, les coupes budgétaires annoncées à l'université quand je reçois un téléphone, donc mi-juillet, de la Fondation Marcel Benoît. J'étais surprise parce qu'on était au milieu de l'été et il n'y avait pas de séance prévue, rien, mais on m'a annoncé que le prochain prix Marcel Benoît, c'est pour l'Uni de Fribourg. Alors, mon cerveau s'est tout de suite mis à réfléchir, qui c'est que ça pourrait être. Et donc, on m'a annoncé que c'était Pascal Gigax. Mais, on m'a dit, il ne faut surtout rien dire, surtout pas au candidat. OK. Alors, c'était assez difficile de ne pas dire quoi que ce soit. Mais on m'a dit, il faut faire de sorte à ce que Pascal Gigax soit à la maison et atteignable par téléphone le 26 août. OK, challenge, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, j'ai écrit un email à Pascal en disant, on a une séance du rectorat, il faudrait que tu sois joignable le 26 août. Réponse, pas possible, je suis en train de traverser les Alpes pendant ce temps-là. Quelques minutes plus tard, deuxième email, je me suis trompée, je suis de retour, je serai atteignable. OK. Donc, effectivement, le 26 août a eu lieu la séance déterminante à laquelle on allait en fait confirmer que Pascal Gigax allait officiellement recevoir le prix Nobel suisse, soit le prix Marcel Benoît. Et ce même soir, le 26 août, c'était effectivement le conseiller fédéral, M. Parmelin, qui devait l'appeler au téléphone. Et donc, contrairement à un prix Nobel où c'est le comité du prix Nobel qui appelle le candidat, chez nous, c'était effectivement le conseiller fédéral qui a appelé Pascal et qui a annoncé la bonne nouvelle. Et puis, tu vas peut-être aussi raconter l'histoire. Comment ça s'est passé? Bon, enfin, voilà, il faut y croire quand on reçoit un téléphone d'un conseiller fédéral à la place du téléphone du rectorat. Donc, on se réjouit énormément de cet événement ce soir ici, où Pascal Gigax va présenter sa Marcel Benoît Lecture. Ce n'est pas tous les jours qu'on en a un. Au total, pour l'université, c'est le 5e récipient de ce prix. Et donc, vous imaginez, l'université existe depuis 135 ans, donc ça fait un moment, c'est pas tous les ans qu'on a ça. Donc, je me réjouis beaucoup maintenant d'entendre le discours de Pascal Gigax, mais avant ça, je passe encore la parole à Didier Queloz, prix Nobel physique. Bonsoir tout le monde. Donc c'est au nom de la Fondation Marcel Benoît que je m'exprime ce soir. Donc je suis absolument enchanté de voir que vous êtes nombreux à venir assister à cette conférence. La Fondation Marcel Benoît est une très vieille fondation. Elle a le privilège d'être le deuxième plus vieux prix scientifique au monde. Le premier étant le prix Nobel, le deuxième étant le prix Marcel Benoît. Et il se donne à chaque année pour un chercheur suisse d'excellence qui a fait des travaux remarquables, qui ont eu un impact profond
sur la société. Donc vous aurez l'occasion de comprendre pourquoi Pascal Gigax a mérité ce prix cette année. Il se donne en alternance dans les domaines des sciences sociales, dans les domaines des sciences naturelles et dans le domaine des sciences de la vie. L'idée d'une conférence, c'est une idée assez nouvelle. C'est une idée qui est liée au besoin que la Fondation a perçu d'offrir une chance de parler de science et de faire parler de science par des gens qui font de la science et des gens qui font de la science à un niveau d'excellence. Donc c'est exactement ce qu'on vous offre à travers la Fondation, et je tiens à remercier énormément l'Université de Fribourg qui a pris en charge l'organisation et qui a tout de suite décidé de faire un événement et de profiter de l'occasion pour parler de science. Alors c'est avec un énorme plaisir que je vous laisse maintenant aux mains de Pascal Gigax. Merci. Voilà, je commence toutes mes conférences toujours de la même manière. Je vous remercie de m'avoir invité. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas du tout invité. Ce n'est pas vous qui m'avez invité, c'est moi qui vous ai invité. Donc merci beaucoup d'être venu ce soir m'écouter. Parce qu'une conférence de 4 heures sur l'écriture inclusive, c'est courageux en fait. Enfin, je plaisante, on en a pour 45 minutes à peu près. Par contre, c'est vrai que c'est un sujet qui fâche. L'écriture inclusive, j'ai toujours tendance à dire, si vous voulez un peu pimenter votre repas de Noël, au milieu du repas, vous demandez à votre oncle, par exemple, vous dites « Dis donc, toi, tu penses quoi de l'écriture inclusive ?» Et si vous voulez vraiment flinguer le Noël, juste après, vous dites « Et les vaccins ?» Bon. En fait, ce qui arrive, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a énormément de recherches sur l'écriture inclusive, recherche qui a commencé dans les années 1960 à peu près. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu quelle est cette recherche et comment ça a commencé. Alors, je vais commencer d'abord par réfléchir avec vous qui a inventé l'écriture inclusive, à qui on doit l'écriture inclusive. Et en fait, les premières mentions d'écriture inclusive, on doit aller les chercher en théologie protestante. Donc, en théologie protestante, dans les années 1960-1970, c'est là qu'on voit la première fois une mention explicite de langage inclusif. On retrouve des livres à ce moment-là, comme le livre de Nancy Adersti, Inclusive Language in the Church, qui parle par exemple de changer des formulations, comme au lieu de parler de l'enfant, du Fils de Dieu, parler plutôt de l'enfant de Dieu. Et on voit, pourquoi je vous dis ça, c'est important, parce que je vous promets, j'ai regardé dans le livre, vraiment, dans ce livre, j'ai cherché tout le livre, et il n'y a pas un seul point médian dans ce livre. Alors c'est important de dire ça, parce que les gens confondent un peu parfois cette idée-là. Donc par rapport à ces livres, gardez en tête que l'écriture inclusive ou le langage inclusif, c'est vraiment très très large. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors il y a un point qui est important de dire, c'est déjà d'ancrer un petit peu nos recherches dans la société, pourquoi on parle de ça, pourquoi finalement on doit parler d'écriture inclusive à l'heure actuelle. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est ma diapositive vintage. Les gens de mon équipe vont rigoler parce que je l'utilisais vraiment depuis très longtemps, et puis j'étais hyper fier, vraiment. J'avais l'impression un peu... Je suis un peu cet homme blanc, comme ça, cisgenre, comme ça, qui présente, puis qui explique la vie, en fait, qui a compris. Un homme, quoi. Et puis, en fait, voilà ma diapo, je vous la montre. Je parlais du genre, en fait. Et puis, j'étais très content, j'avais trouvé ces couleurs comme ça, puis je disais, le genre, c'est sur un continuum, blablabla. Et puis, en fait, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'est vraiment un petit peu bizarre d'avoir finalement gardé ça. Et pourquoi je dis c'est un peu plus compliqué? Parce que le genre, c'est intéressant, c'est un concept, il faut plutôt aller regarder en sociologie. Pour les sociologues ici, notez bien ce moment clé où un psychologue vous dit qu'il faut aller chercher en sociologie. Mais il faut aller chercher en sociologie parce que finalement, le genre, on peut le décliner de différentes manières. Alors, il y a déjà une dimension qu'on va appeler le genre, qui est la construction sociale. Alors, ce qui est intéressant ici, là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous heurter. D'ailleurs, quand je dis ça, dans les présentations, il y a des gens qui se lèvent et qui partent. Là, vous ne pouvez plus faire ça maintenant, puisque je viens de le dire, mais votre expression de genre, elle est fluide.
elle est tout le temps fluide en fait. Vous performez le genre, pas toujours de la même manière. Ça veut dire que quand vous êtes sous la douche, vous chantez, vous performez le genre pas de la même manière que quand vous êtes dans une séance de travail, et bien sûr pas de la même manière que quand vous avez bu quelques verres, etc. Donc le genre ici c'est important, il n'est pas du tout binaire en fait, et il n'est pas du tout stable d'une certaine manière. On a ensuite ce qu'on appelle le sexe, ce qu'on pourrait plutôt appeler, et là j'utilise des propos de Caroline Dayer, le niveau de sexuation. Le niveau de sexuation, c'est-à-dire c'est ce qu'on va utiliser pour finalement mesurer votre sexe. Alors on peut utiliser des hormones, on peut utiliser votre code génétique, on peut utiliser plusieurs choses en fait. Et selon ce qu'on utilise, ça ne va pas toujours dire la même chose. Selon le moment où on va le tester, ça ne va pas non plus dire toujours la même chose. Donc ça, c'est important ici de comprendre ça. Et je termine par une dernière dimension, qui est la dimension plutôt de sexualité, d'affection, d'orientation, etc. Alors, on pourrait faire toute la présentation là-dessus, mais pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une question qui se pose vraiment maintenant, par rapport au français, par exemple, ou d'autres langues. Est-ce que la langue a les outils nécessaires pour parler de ça? La réponse est facile, hein? Non. Voilà, donc gardez tout le temps ça en tête, parce que c'est intéressant en termes d'évolution de la langue, et c'est intéressant en termes d'innovation, en fait. On innove tout le temps, hein. Ça c'est important de bien comprendre ça. Le Robert met 300 nouveaux mots chaque année dans son dictionnaire, hein. Donc on innove, et l'innovation peut suivre finalement des innovations également sociales. Voilà, ça c'est la première partie que je devais vous donner. L'autre élément qui est important aussi, c'est l'élément, en fait, que j'appelle l'élément coup de poing. C'est l'élément coup de poing. À l'époque, je donnais ça à la fin de mes présentations. Donc, je finissais ma présentation comme ça, puis je donnais cette diapositive, puis bing, vous, ça fait pouf, comme ça, puis vous faites « Ah, Gigax, ça a changé ma vie, c'est incroyable », et vous rentrez à la maison, etc. Bon, maintenant, j'arrête, on va le dire au début, parce qu'on va arrêter ce suspense. On vit dans une société androcentrée. Androcentrée, ça veut dire quoi? C'est que c'est une société qui a été construite par des hommes, pour des hommes, d'accord? Alors, quand je dis homme, c'est la catégorie de genre ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut réfléchir depuis quand, on va dire, allez, 8000 ans, par exemple, on va utiliser Harari, mais de fait, ce qui est important ici, c'est que toute notre société, l'homme va être mis comme valeur par défaut, va être mis au centre de toutes nos préoccupations. Je vais vous donner quelques exemples, des exemples que j'aime bien, sur lesquels on ne travaille pas forcément ici à Fribourg, mais prenons les habits. Les habits, c'est intéressant, parce que l'habit neutre, c'est quoi? C'est un t-shirt, des jeans, et là je profite qu'il y ait des personnes qui viennent du Jura, des savates. Pour les personnes qui ne comprennent pas les savates, c'est des baskets. Mais de fait, c'est intéressant, il n'est pas du tout neutre cet habit. C'est l'habit masculin, c'est l'habit qui a été stéréotypé masculin. Quand vous regardez cette cour d'école que je vous présente ici, donc la cour d'école, on va déjà la considérer comme du sport ici. Elle a été construite pour des garçons. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que le sport a très longtemps été réservé aux garçons. Si vous regardez Coubertin, à Lausanne, on aime beaucoup Coubertin. Vous dites, ouais, Coubertin, il revient au début du XXe, puis il dit... Alors, je ne sais pas s'il le dit comme ça, mais j'aime bien l'imaginer comme ça. Puis il dit, ouais, on va refaire les Jeux Olympiques, c'est génial, c'est génial. Mais il dit, et ce n'est pas une théorie du complot, hein, vous pouvez aller même au musée olympique, il faut chercher un peu l'info, mais vous la trouvez quand même. Il dit, mais pas pour les femmes. Hein. Les femmes, elles doivent rester à la maison, c'est là qu'elles vont rester, etc. Alors il dit aussi, pas pour les juifs, ça c'est un autre problème de Coubertin. Mais de fait, c'est intéressant. Vous regardez certains sports en 2024, on suit la boxe féminine, et il y a une boxeuse tunisienne qui se bat depuis longtemps, hein, donc elle boxe depuis longtemps. Hein, et tout à coup, elle donne un coup un peu plus fort, puis là, tout le monde, non, c'est pas possible, c'est un homme. C'est pas possible, il faut faire des tests. Non, vraiment, 2024, hein, on n'est pas en 1980 ici. Donc vous voyez, on a encore de la peine avec le sport, on a encore vraiment de la peine à concevoir le sport autrement. Alors bien sûr, vous le voyez ici sur l'image, les garçons apprennent à prendre la place. Les garçons, on leur donne cette place, à l'école aussi, hein, et ça a des incidences sur l'âge adulte. Alors, je me suis dit que je n'allais pas vous dire ça, mais en fait, je vais quand même le dire. Voilà. Il y a une partie de la recherche, alors nous, on ne travaille pas tellement encore là-dessus, mais il y a une partie qui est intéressante. Les hommes apprennent, dès l'enfance, dès l'école, à prendre la place, et il y avait un peu de controverse là-dessus. Mais je vais vous dire pourquoi il y avait de la controverse. Les hommes parlent plus, prennent plus souvent la parole, plus longtemps, et vont interrompre plus souvent. Alors c'est facile pour moi de dire ça, je suis ici, blablabla, pendant 2 heures, mais de fait, c'est intéressant de voir ça. Il y avait de la controverse pour savoir, mais pourquoi, des fois c'était le cas, des fois c'était pas le cas. Alors c'est surtout le cas quand les groupes ne se connaissent pas. Quand les groupes ne se connaissent pas, c'est là que ces choses vont arriver. Et aussi, c'est intéressant, les hommes parlent plus
et de manière plus assertive, en disant les choses comme si c'était des faits, d'accord, même, et il y a une grande étude qui a été faite en politique récemment, même pour des sujets sur lesquels ils n'ont absolument aucune connaissance. Bon, je m'arrête là, on s'arrête là-dessus, mais gardez ça en tête ici, c'est intéressant de voir cet androcentrisme, parce que ce qu'on va dire après touche cet androcentrisme, et notre équipe, on est vraiment basé là-dessus. On peut voir aussi de manière un peu abstraite, on voit des symboles aussi qui sont des symboles très masculins ici. Alors moi, ce symbole, il m'a toujours fait rire. Je me suis dit que si vous vous identifiez à cette personne, qui est le symbole d'un homme ici, faites attention en traversant la rue. Sinon, bon, allez-y, on s'en fiche, il faut y aller. Ok. Alors pourquoi je vous parle de cet androcentrisme? On pourra en parler très très longtemps, mais pour moi, ce qui est important de dire, c'est que la langue française, le langage n'a pas échappé à cet androcentrisme dans son évolution, on va parler un petit peu de ça, mais également dans les pratiques langagières, dans vos pratiques langagières. Aujourd'hui, j'ai malheureusement pas le temps de vous parler de certaines pratiques langagières qui vont nourrir cet androcentrisme. Donc vos pratiques langagières, j'aime bien dire vos pratiques, c'est un peu comme, c'est vous, bouh, comme ça, mais en fait, moi aussi. Moi aussi, vous n'êtes pas là, je ne vais pas vous vexer, mais vos pratiques sont nourries par l'androcentrisme, mais vont également nourrir l'androcentrisme. Donc moi, je vais parler plutôt de caractéristiques formelles de la langue, et puis je vais parler du masculin, du genre grammatical masculin, parce que c'est ce genre grammatical masculin qui nous occupe beaucoup dans l'équipe et qui nous a occupés déjà depuis une vingtaine d'années. Alors, maintenant, la question qu'on se pose avec le genre grammatical, c'est pourquoi ce masculin poserait des problèmes. Ok. Alors moi, je vais vous montrer, je vais vous expliquer ça à partir d'un exemple, d'une phrase que j'utilise depuis longtemps. Désolé pour les personnes qui m'ont déjà entendu. Je n'ai pas changé, là, récemment, je devrais peut-être un peu changer. Mais bon, on va partir d'une phrase ici. Un chercheur a demandé aux spectateurs de penser à Emmanuel Charpentier. Pourquoi j'utilise cette phrase? Parce qu'au moment de ma présentation maintenant, on va faire un exercice. Vous êtes en train de vous endormir, donc on va faire un exercice pour vous réveiller. Ok, je vais vous poser une question, vous allez répondre très très vite, d'accord? Vraiment, vous pouvez crier la réponse, si vous voulez. Ok, attention, mais il faut aller vite. Nommez le plus rapidement possible, jusqu'ici tout va bien, nommez le plus rapidement possible une scientifique connue, mais pas Marie Curie. Ok, bing, Marie Curie, elle arrive. Pourquoi Marie Curie, elle arrive? Parce qu'elle fait partie des 4 femmes vitrines. Quand les gens disent « mais non, il y en a plein dans l'histoire », ben oui, il y en a 4, Cléopâtre, George Sand, Jeanne d'Arc, et puis Marie Curie. Vous les avez les 4, bling, c'est fait. Si ça vous intéresse, lisez Titu Lecoq, qui a écrit un livre sur l'effacement des femmes au XIXe siècle. C'est là que vraiment il y a un moment clé en fait dans l'effacement des femmes. Mais on n'est pas là pour discuter de ça. Voilà Emmanuel Charpentier, prix Nobel 2020, biochimiste. Maintenant vous la connaissez, donc vous avez Marie Curie, et puis Emmanuel Charpentier, et toutes les chercheuses qui sont ici. Ok. Donc je m'arrête ici parce que là, ce n'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, et je vais vous montrer comment en psychologie on s'est intéressé à ça. Ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une forme grammaticale masculine. Vous la connaissez, cette forme grammaticale, bien sûr. Alors pourquoi ça fascine des psychologues comme moi? Alors je vais vous dire pourquoi. C'est parce que cette forme est ambiguë. L'ambiguïté, elle est vraiment intéressante pour des psychologues. D'accord? Alors elle est ambiguë parce qu'il y a ce qu'on appelle un sens spécifique. Ici, le chercheur, c'est un homme, les spectateurs sont tous des hommes. Cette interprétation est tout à fait possible. Il n'y a rien dans cette phrase qui me dit que ce n'est pas possible. D'accord? Maintenant, il y a une deuxième interprétation qui est possible, c'est ce qu'on appelle le sens générique. Alors maintenant, pour les linguistes de la salle, je les regarde, c'est vraiment vous, c'est pas le même masculin, c'est un autre masculin. Donc il y a le masculin marqué et il y a le masculin non marqué. D'accord? Alors, je vous mets au défi. Si vous avez un collègue ou une collègue en Finlande qui parle finnois, alors moi j'ai un collègue qui m'a dit « Pascal, je ne comprends pas très bien ta règle du masculin, là, tu peux me dire, il ressemble à quoi le masculin marqué ?» Puis je dis « Ah voilà, ça c'est un masculin marqué. » Puis il me dit « Ah ouais, d'accord. Ok, donc finnois, il n'y a pas de genre grammatical. » Puis il me dit « Puis le masculin non marqué Écoute, c'est celui-là, là. » Puis il me dit « Mais Pascal, c'est le même. » Oui, c'est le même, mais ce n'est pas le même en fait. Bon, j'arrête là. Pour des psychologues, on va parler d'une autre interprétation. Donc il y a une autre interprétation possible. Maintenant, cette autre interprétation, elle a plusieurs interprétations. Elle est ambiguë aussi, parce qu'on peut avoir un sens neutre ou un sens mixte. Alors, arrêtons-nous au sens neutre.
Sens neutre, linguistiquement, ça veut dire sans rien. C'est comme si vous lisez un chercheur, et puis vous n'avez rien mis dans la case. Pour des psychologues, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible simplement parce que rien mettre dans la case, ça n'existe pas. On va remplir les cases. Notre cerveau n'aime pas tellement les cases vides, il n'aime pas l'ambiguïté. OK. Donc on va se dire, qu'est-ce qu'il va remplir dans la case pour neutre? Alors, moi, je vous invite vraiment à réfléchir à ça, et peut-être après, ou je dis toujours aux gens de faire des expériences pendant les apéros, mais la prochaine fois que vous faites un apéro avec des amis, vous prenez un bout de papier, puis vous dessinez une personne neutre, d'accord? Si vous savez un peu dessiner. Puis vous montrez à la personne à côté de vous, puis vous lui dites, c'est quel genre, selon toi? OK. Si la personne ne vous répond pas à ce que je vais vous dire maintenant, vous m'écrivez. OK. Ça fait 10 ans que je dis, personne ne m'a jamais écrit. Elle va vous dire, c'est un homme. Mais c'est intéressant ça, parce que vous l'aviez dessiné comme neutre, mais neutre, ça veut dire quoi? Psychologiquement, c'est quoi? C'est une personne androgyne, qui partage des particularités masculines et féminines. Est-ce que c'est une personne agenrée? Une personne qui n'a ni particularité féminine, ni particularité masculine. C'est vraiment une conception. Nous, on a un grand projet européen là-dessus, et c'est intéressant, en fait, de savoir. Mais on met quoi, nous, dans notre tête? On a quoi comme représentation par rapport à cette neutralité? À retenir simplement pour ce soir, c'est compliqué, en fait, c'est compliqué. Donc, on va prendre l'autre sens, le sens mixte. Mais mixte, c'est ambigu, parce que mixte, c'est quoi? C'est un homme, 50 femmes, une femme, 50 hommes, moitié-moitié, ou bien un homme, une femme et 50 personnes non binaires. Toutes ces interprétations sont possibles. Donc, vous imaginez votre cerveau, pour des psychologues sociaux, vous avez un cerveau paresseux. Pour des psychologues cognitifs, vous avez un cerveau qui est limité. Choisissez lequel vous préférez, mais de fait, votre cerveau va essayer d'aller au plus vite, en fait, au plus rapide, au plus simple. Et ça, gardez ça en tête, je vais vous montrer un petit peu comment nous, on teste ce genre de choses. Avant de faire ça, je vais faire un peu d'intrusion épistémique. C'est-à-dire, alors je sais qu'il y a des collègues historiens ici, mais ma foi, je vais faire un peu d'histoire. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes propos. Je fais de l'intrusion épistémique, ce n'est pas mon domaine. Mais je vais utiliser les travaux d'Eliane Viennot, de Laëlia Véron, Maria Candea, etc. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le masculin n'a pas toujours eu cette valeur-là, ces valeurs-là. Alors si vous regardez maintenant en français, on va utiliser le français a vécu plusieurs vagues de masculinisation. Alors, il y a 2 vagues qui vont nous intéresser, plutôt la deuxième. La première vague, c'est au 13e, 14e. Donc jusqu'au 13e, 14e, par exemple, on dit « ça pleut ». Ça pleut, et puis on change à « il pleut ». Si vous donnez un livre à une femme, vous dites « je lui donne un livre », puis ça change en « je lui donne un livre ». Alors, ce n'est pas celle qui va nous intéresser, mais moi j'adore dire « ça pleut », à part ça. En anglais, on dit toujours « ça pleut »,« it rains », et en allemand, on dit aussi toujours « ça pleut »,« es regnet ». Mais bon, ça, ce n'est pas celle qui nous intéresse le plus. Celle qui nous intéresse le plus, c'est celle du 17e. Jusqu'au XVIIe, des mots comme une autrice, une mairesse, une philosophesse, une poétesse sont des termes qui existent. Autrice vient du latin, ça fait 17 siècles que ce n'est pas une invention, ce n'est pas un néologisme. Et l'Académie française, dans ses premières versions de dictionnaire, décide de retirer ces termes. Encore une fois, c'est important, et c'est important parce qu'il y a Pascal Wagner-Egger qui est ici, donc je dois dire, ce n'est pas une théorie du complot, hein, ici. Ce n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas les gens, vous les imaginez à l'Académie française comme ça, puis ils sont là, on va enlever. Alors ils sont comme ça, il faut le dire, mais ils ont pas, c'est explicite. On enlève ces termes pour signaler aux femmes que ces activités et ces métiers sont réservés aux hommes. D'accord? Boulangère n'a jamais quitté le dictionnaire de l'Académie française. Alors autrice, il ne disparaît pas tout de suite, bien sûr, parce que tout le monde s'en fiche du dictionnaire de l'Académie française à ce moment-là. Il devient, le mot autrice va disparaître au moment où l'école devient obligatoire. C'est à ce moment-là que ce mot va disparaître. OK. Il y a des règles de grammaire jusqu'au XVIIe aussi, c'est assez intéressant, qui cohabitent. Par exemple, l'accord. Pour accorder, on peut, par exemple, ne pas accorder. On peut, vous accordez jamais. Pluriel, singulier, féminin, vous accordez pas. Molière, en tout cas ses imprimeurs, il n'accorde pas. OK. On peut accorder au masculin. Vous le connaissez, l'accord masculin dominant, mais on peut aussi accorder avec d'autres accords. L'accord en nombre, par exemple. Cet homme et ces femmes se sont promenés jusqu'au XVIIe, on peut écrire promener, E aigu, ES, parce qu'il y a plus de femmes, en fait. Et il y a l'accord de proximité aussi qui existe. Et l'accord de proximité, c'est cet homme et ces femmes se sont promenés, promener aigu, ES, parce que c'est plus proche de femmes. Cet accord de proximité n'a jamais disparu, même si les grammairiens de Port-Royal notamment décident de prendre que l'accord masculin, d'enlever les autres. Mais il y a de la logique aussi quand on veut normer une langue. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que l'accord de proximité, vous l'utilisez tous les jours. Et on va faire un petit exercice de français. J'aime bien dire ça parce que là, tout à coup, il y a le petit moment d'école comme ça. Hein, on va faire un petit exercice de français. En fait, si je vous dis table et chaise, et devant, vous devez mettre
Certaines ou certains. Vous mettez certaines ou certains, table et chaise. Certaines. Ouf, c'est bon, c'est bon. Faites la même chose avec région et département. Alors, si vous prenez l'accord masculin, ça devient certains régions et départements. Jamais vous dites ça, c'est pas possible en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous faites des analyses de corpus, vous allez analyser des textes, vous remarquez que les gens vont dire certaines régions et départements. C'est un accord de proximité qui a toujours existé, qui n'a jamais disparu, il est dans Maurice Grévis, etc., etc. Ok. Je m'arrête ici sur cette partie-là. Je vais juste vous montrer qu'en anglais, quelque chose de similaire arrive avec le they qui est utilisé au singulier. Jusqu'au 19e, le they pluriel est utilisé également au singulier quand on ne connaît pas le genre de la personne. Il est remplacé ensuite par le il générique, he générique. Ce il générique a duré moins d'un siècle, puisque dès les années 1970-1980, il est déjà discuté. On le remplace par he or she. Ensuite, le they revient en force, comme un they quand on ne connaît pas le genre. Et ce they, à la fin des années 90, début des années 2000, commence à également être utilisé pour exprimer la non-binarité. Ce qui est une question intéressante, parce que si on l'utilise pour dire la non-binarité ou pour dire la neutralité en termes de genre. Ça, c'est une question vraiment d'usage. Ok, je m'arrête là. Je vous montre quand même un dernier point d'histoire, parce que j'aime bien montrer ça. C'est une caricature d'Honoré Daumier, caricaturiste français connu au 19e, une caricature d'une écrivaine, d'une autrice en fait. Comment on perçoit les autrices à la fin du 19e, pour bien comprendre pourquoi ce terme aussi va disparaître. Et regardez ici, voilà une autrice, donc une femme qui est en train d'écrire, et on voit un petit peu, il y a un enfant dans un seau, on voit c'est le bordel dans l'appartement, donc on voit un peu quel est le rôle qu'on donne aux femmes en fait. En tout cas c'est pas celui d'écrire. Hein. Alors c'est intéressant parce qu'on est en 2025, et mon rêve, et des fois je me lève la nuit tellement j'ai ce rêve, c'est vraiment de dire, j'aimerais bien vous dire, on est en 2025, ça a beaucoup changé. Ouais. Non, non en fait, si vous regardez les dernières votations sur le congé parentalité, on est à peu près là. Voilà. Bon, je m'arrête ici parce qu'on n'est pas là pour discuter de ça. Je vais revenir maintenant au masculin et je vais revenir à l'apprentissage. Comment on apprend la règle du masculin? Alors les linguistes peuvent me dire « Ah non, mais c'est des règles abstraites, c'est détaché des êtres humains, etc. » Mais je vous montre ici une image d'un livre scolaire que certaines personnes ici ont eu, d'accord, pour comment on apprend cette règle du masculin qui va finalement dominer. Donc le masculin l'emporte sur le féminin, vous le connaissez, vous l'avez apprise comme ça, cette règle. Et donc ça vient d'un livre de grammaire, hein, je ne l'ai pas inventé. Et ce qui est intéressant, c'est regarder ici, vous avez ce qui représente peut-être des filles, on dirait des filles en tout cas, qui tirent, il y en a une est tellement nulle, elle est tombée, voilà. Et puis au milieu, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est peut-être un petit garçon qui vient aider, un petit côté paternaliste ici. Et puis de l'autre côté, il y a un garçon qui est fort, il a des biceps. Et dans ce livre, il y a quelque chose d'intéressant parce que la règle grammaticale était enseignée comme ceci. Le masculin l'emporte. Donc l'exemple, c'est cet homme et ces femmes se sont promenés, ou bien ce chien et ces femmes se sont promenés. E-U-S. C'est un exemple qui a été discuté en philosophie parce qu'il a été utilisé. Et là, on l'a, hein, il y a le chien là aussi, donc celui-là il l'emporte aussi, bien sûr, évidemment. Alors, voilà, je m'arrête ici sur l'apprentissage. Comment nous on teste ça en psychologie? Alors nous, en psychologie, ici à Fribourg, je vous montre une des premières études qu'on a faites. C'est l'étude la plus répliquée, c'est l'étude où plus de laboratoires ont beaucoup changé le matériel, ont beaucoup amélioré le matériel, mais je vous montre un petit peu comment on a démarré là-dessus. Donc la première étude, on l'a faite en français, anglais, allemand. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on présente des phrases comme ceci. Les musiciens sortirent de la cafétéria, je dois me tourner, et on a une deuxième phrase, à cause du temps nuageux, une des femmes avait un parapluie. Ok, on peut faire beaucoup de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avec quelle facilité vous allez lire la deuxième phrase en fonction de la première et en regardant les différentes langues. Alors, on peut faire de l'imagerie cérébrale, on peut faire beaucoup de choses. Alors, vous voyez, nous, on met surtout nos moyens dans l'apéro, vous allez le voir après. Donc, on ne peut pas faire d'imagerie cérébrale ici. Mais nous, ce qu'on a fait dans cette expérience, c'est on a demandé aux gens, est-ce que cette deuxième phrase est une suite possible de celle qui précède? La réponse dans les exemples ici, quels que soient les stéréotypes que vous mettez, quel que soit si vous mettez des femmes ou des hommes, la réponse devrait toujours être oui. D'accord? Il y a des phrases où c'est non dans l'expérience, mais ces phrases-là, la réponse devrait toujours être oui, quelle que soit la langue. OK. Je vais vous montrer ici, donc, est-ce que c'est une suite possible? Je vais vous montrer d'abord les résultats en anglais. Alors, en anglais, vous avez
Donc les stéréotypes féminins, comme par exemple nurse, vous avez les stéréotypes masculins comme mechanics, vous avez 100 stéréotypes comme musicians, et vous avez une des femmes en violet clair, un des hommes en violet foncé. Ok. Alors regardez ce qui se passe maintenant en anglais. Si vous regardez les stéréotypes féminins, on voit que les gens ont plus de peine à dire oui lorsqu'on mentionne des hommes dans la deuxième phrase. L'anglais, c'est notre langue contrôle parce qu'il n'y a pas de marque grammaticale de genre, en tout cas pas sur ce mot-là. Ensuite, pour les stéréotypes masculins, on voit que les gens ont plus de peine à dire oui lorsqu'il y a des femmes dans la deuxième phrase. On voit qu'en anglais, la représentation mentale, elle est principalement guidée par les stéréotypes de genre. Quand il n'y a pas de stéréotypes, on voit que les gens disent oui de la même manière, quelle que soit finalement la suite, si c'est des hommes ou des femmes qu'on mentionne dans la deuxième phrase. Alors je vous montre en français, je ne vous montre pas en allemand, parce qu'en allemand c'est la même chose qu'en français, je vous montre en français ce que ça donne. Donc vous avez la même chose, stéréotype féminin infirmier, stéréotype masculin mécanicien, sans stéréotype musicien. Vous avez de nouveau les deux couleurs, une des femmes, un des hommes. Regardez ce qui se passe maintenant en français. J'aime bien toujours être un petit moment de suspense ici. Ok, donc regardez ce qui se passe. En fait, quel que soit le stéréotype, vous avez les gens ont toujours plus de peine à dire oui lorsqu'il y a une femme dans la deuxième phrase. Ok. Alors maintenant, il faut me croire, parce que je vais vous raconter ça comme si c'était un peu un film hollywoodien, mais je vous promets, avec Oriane Sarrazin à l'époque, on avait commencé d'analyser ces résultats, on analysait seulement les temps de réponse. Parce que nous, on est une équipe de psychologie cognitive et on va regarder les temps de réponse parce que c'est ce qui nous intéresse, à quelle vitesse les gens réagissent, etc. Et puis on fait toute la matinée, et puis si vous ne connaissez pas les temps de réponse, c'est bruyant, ça veut dire que c'est jamais ce qu'on veut, ça part dans tous les sens, mais on avait quelque chose qui se dessinait. Puis à midi, on est un peu dépité, on est là en train de manger, et puis Oriane dit mais en fait, on devrait analyser les réponses elles-mêmes, si les gens disent oui. Puis moi, je lui dis mais non, on ne dit pas des bêtises. Tout le monde aura dit oui, évidemment. Pour tout, en fait, le temps de réponse, c'est plus fin. Puis je dis, bon, ok, vas-y, on va regarder ça quand même. Et bing, on tombe là-dessus. Et je vous promets maintenant, il faut vraiment me croire, il y a à peu près 300 articles, 400 articles sur cet effet-là, sur l'association masculin avec femme, ou une des femmes avec fille, une des filles. Vous pouvez prendre n'importe quel paradigme, vous pouvez changer le matériel, et ça a été beaucoup à changer, ce matériel, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans pas mal de langues, il n'y a pas de controverse là-dessus. Lorsque quelqu'un, vous entendez à la radio, par exemple à la matinale, vous entendez quelqu'un qui dit « Ah non, il y a de la controverse chez les linguistes, etc. », c'est une personne qui ne connaît pas la littérature, qui n'a pas lu la littérature. Cette littérature, elle est en libre accès sur Internet en plus. Et alors par contre, il y a à peu près 400-500 papiers qu'il va falloir lire, 300 là-dessus, etc. Mais il n'y a pas de controverse. Et je vais vous montrer maintenant une étude d'une personne qui a passé dans l'équipe, de Julia Mizerski, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau cérébral, en fait. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est... Julia Mizerski, elle mesure l'activité électrique du cerveau. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'activité électrique, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un pic d'activité électrique dans votre cerveau. Alors, ça fait un peu mal. Non, pardon, j'ai toujours un peu peur, un psychologue qui dit ça. Non, vous n'allez pas sentir ça, mais on va le faire. Votre cerveau va avoir un pic d'activité électrique. Attention, je mets du beurre sur ma tartine avec ma chaussette. Au moment où j'ai des chaussettes, votre cerveau, ça fait comme ça. Ok, vous ne l'avez pas senti, tout va bien. Alors, Julia Mizerski, elle fait la même chose, et elle présente des phrases comme celle-ci. Donc, dans la première phrase, donc elle a un peu amélioré notre matériel, mais elle présente un mot féminin suivi d'homme. D'accord ? Féminin suivi d'homme, ce n'est pas possible, c'est une erreur grammaticale. Donc là, elle s'attend au fait que le cerveau, ça va faire ok. Et elle compare cette activation-là avec ce que je vous ai présenté avant. On met un masculin et on fait suivre par femme. Ok. Alors regardez ce que ça donne. Donc elle va mesurer ici, au moment où on lit en allemand Männer ou Frauen, elle le fait en allemand ici. Et ce que ça donne, c'est assez simple à comprendre. C'est juste quand c'est rouge, plus le cerveau charbonne. D'accord ? Et surtout, je montre les travaux de Julia Mizerski parce qu'il y a des preuves scientifiques qui montrent que dans une présentation, quand on montre des images de cerveau, les gens pensent que la présentation est plus sérieuse. Donc voilà pourquoi je vous montre ici. Si jamais c'est un bon truc, même si ça n'a absolument rien à voir, vous pouvez faire ça. Ici, ça a quelque chose à voir. Ok. Alors, regardez ce que ça donne maintenant. Donc elle, ce qu'elle montre, c'est entre 500 et 800 millisecondes. Pour les gens qui ont des questions, parce qu'il y a un effet un peu différent entre 300 et 500, mais ce n'est pas ça qui est important. Entre 500 et 800 millisecondes, la signature, l'activité électrique, c'est la même dans les deux situations. Alors, entre 500 et 800 millisecondes, c'est la signature
grammaticale, c'est une erreur grammaticale. C'est comme si le cerveau, dans les deux situations, il considère ces deux situations comme des erreurs grammaticales. Donc ce n'est pas possible de les mettre ensemble. Pas possible de mettre un féminin avec un masculin, ça on le sait par notre théorie, mais le cerveau va également considérer masculin-femme comme une erreur grammaticale. Après, on doit, parfois, on essaie de passer par-dessus, etc. Mais ce qui est important pour vous de comprendre, c'est spontanément, le cerveau va les considérer comme une erreur. OK. Donc, à partir de là, je vous ai dit, il y a à peu près 300-400 articles. Il y a une partie des articles qui s'intéressaient également à comparer ces effets-là avec des effets d'écriture inclusive. D'accord ? Donc, l'écriture inclusive, il y a énormément de possibilités de changer en fait ce masculin. Et moi, je vais vous montrer un petit peu certains éléments, mais on va partir tout de suite d'une question qu'on me pose souvent, c'est les textes rédigés en écriture inclusive sont-ils lisibles ? Parce que ça, c'est une question qu'on nous pose vraiment souvent. Alors, on nous la pose, bien sûr, aussi par rapport à la dyslexie. On parle beaucoup de dyslexie et d'écriture inclusive. Alors, moi, je vais vous dire, la première fois que j'ai entendu parler de dyslexie et d'écriture inclusive, j'étais dans mon bureau. J'entends quelqu'un en politique, je ne sais plus si c'est une politicienne ou politicien, qui dit « on ne peut pas écrire en écriture inclusive parce que ça ne va pas pour les personnes dyslexiques ». Et moi, je suis dans mon bureau et je fais « yes, yes, enfin, les politiques s'intéressent à la dyslexie ». Et là, je vous dis un peu aussi, un peu comme si c'était dans un film, mais je dis à l'équipe, on dit hey, « venez, on va faire une étude ». Nous, comme on fait de l'expérimental, chaque fois qu'on a une idée, on dit « allez, on va passer ça dans une manip, on fait une expérience, etc. » Puis on se retrouve autour de la table. Et puis tout à coup, quelqu'un dit « mais c'est quoi les hypothèses, en fait ?» Puis là, on ne sait pas, en fait. Puis on est embêté parce qu'on n'a pas tellement d'hypothèses. Donc on a écrit plutôt un article en mettant ces hypothèses. Mais je vais aller avec vous un petit peu pour expliquer ça. Alors, il y a des questions qui se posent par rapport à la lisibilité, par rapport aux personnes qui lisent plus ou moins normalement, et des personnes, on va utiliser la dyslexie parce que c'est ce qui nous intéresse le plus ici. Maintenant, si vous regardez les outils de neutralisation, donc par exemple, si je vous dis, au lieu de dire les Fribourgeois ont voté une nouvelle loi, ou je vous dis Fribourg a voté une nouvelle loi. OK. Là, franchement, si vous devez mettre de l'argent pour faire un projet là-dessus, je pense que ça ne va pas être trop compliqué. C'est ce qu'on voit en tout cas pour des personnes qui lisent normalement. Pour des personnes qui souffrent de dyslexie, je pense que ça va aller vraiment. Si vous lancez un projet, vous lancez un projet à 1 million, peut-être que vous ne lancez pas dans celui-là. Je pense que là, il n'y aura pas trop de problème. Si je vous dis une présentation a été faite, au lieu de vous dire le présentateur a dit ou je ne sais pas quoi, là non plus. Là, je pense que la forme passive, c'est une forme qui existe, qui est enseignée à l'école. On peut l'enseigner aussi sous forme d'écriture inclusive, enfin avec le prisme d'écriture inclusive, ça va. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Par contre, il y a des questions sur d'autres formes d'écriture inclusive, comme les formes de reféminisation. Alors, par exemple, dans les formes de reféminisation, il y en a 2 qui nous intéressent. La première, c'est ce qu'on appelle les doublets, les étudiantes et étudiants, ou bien les doublets contractés. Juste pour la petite histoire, les doublets contractés sont venus en français parce qu'on a l'habitude de contracter. Quand vous lisez M.Gigax me doit 300 FR. Trait d'union, ça va, vous vous en sortez. Et même vous le dites, Monsieur Gigax me doit 300 francs, ça va. À moins que peut-être vous dites M.Gigax me doit 300 FR. Trait d'union, j'ai aucune idée de quoi il s'agit, et ça ne va pas aller pour les personnes dyslexiques. Bon, mais non, on a l'habitude de contracter les formes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même se poser des questions. Donc, en tout cas, chez des personnes qui savent lire, qui lisent normalement, ce qu'on appelle de la normolecture, là, les données sont assez claires. Il ne semble pas qu'il y ait trop d'influence sur le temps de lecture, sur le mécanisme de lecture. Par contre, il y a certaines études, dont une qu'on a faite récemment, où les gens nous disent « Ah non, moi, c'était impossible à lire ». Mais quand vous allez regarder les mouvements oculaires et comment les gens lisent, on ne voit rien. Les gens semblent lire exactement comme ils lisent n'importe quoi, mais c'est une partie qui nous disent « Non, moi, ça n'allait pas ». OK, ça, c'est intéressant comme données. Par contre, maintenant, on va se poser la question pour la dyslexie. Alors, pour les doublets, étudiantes et étudiants, je pense que, et ça c'est notre hypothèse, je pense que les philosophes et les artistes, les musiciennes et musiciens, ça va être la même chose. Donc, à moins que vous dites, on va arrêter tous les doublets, ce qui est un peu bizarre, quoi, d'accord ? Mais je pense que là aussi, mettez pas l'argent là-dessus. On parlera d'argent après, mais mettez pas l'argent là-dessus, je vous dirai sur quoi mettre votre argent. Bon. Mais par contre, maintenant, pour les doublets contractés, alors première chose à dire, c'est que si vous ne voulez pas utiliser des doublets contractés, les utilisez pas. D'accord ? Vraiment, il n'y a pas besoin. On peut utiliser plein d'autres choses, il n'y a pas besoin de ces doublets. Mais si vous voulez les utiliser, il y a une question qui se pose par rapport à la dyslexie. Si on regarde la dyslexie maintenant,
On va prendre juste les 2 cas principaux de la dyslexie, les troubles qu'on connaît bien. Le premier, c'est le trouble de conscience phonologique. C'est quand les personnes ont de la peine à associer des lettres qui se prononcent différemment quand elles sont ensemble. Donc oignon, monsieur, ça c'est très très difficile. Si vous allez en Angleterre, vous retrouvez ce trouble beaucoup plus fréquemment que si vous allez en Allemagne. En Allemagne, c'est plus transparent en fait. Tandis qu'en Angleterre, vous le savez, O-U-G-H, je ne sais pas, il y a une quinzaine de façons de le dire, et nous on le dit toujours faux. Mais de fait, là on retrouve ça. Étudiant.e, je ne pense pas que ça aura énormément d'impact. Par contre, ce qui aura un impact, ce qui aura vraiment un impact, c'est les réformes orthographiques. Oignon, le i dans oignon, c'est le même qu'il y avait dans montagne. Mais si vous dites « je vais à la montagne », vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire « tu es en train de tuer la langue, c'est pas possible, tu vas à la montagne ». Ben non, je ne vais pas à la montagne, je vais à la montagne. Ben, oignon, le i, on peut l'enlever. Allez, on enlève le g aussi. O-N-I-O-N, donc on ajoute de la transparence. Ça aiderait énormément. Et souvent, ce qu'on rencontre, c'est que les gens qui n'aiment pas l'écriture inclusive, ces formes contractées, pour des raisons de dyslexie, sont les mêmes qui ne veulent pas de réforme orthographique. Ça doit être hyper schizophrénique. Ça doit être vraiment hyper difficile à voir, ça. Bon, je m'arrête là sur le deuxième trouble, qui est vraiment le trouble qui nous intéresse, c'est le trouble de conscience morphologique. C'est le fait que quand vous lisez un mot, vous le décomposez. Vous voyez, les chanteuses, il y a chant, ok, on chante, il y a euse, ok, ça doit être une femme, il y a un S. Donc, il y a plusieurs femmes qui chantent, c'est des chanteuses. Ok. Ça, il y a des personnes qui ont de la peine avec cette décomposition, on cherche encore à comprendre, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on émet l'hypothèse, pour des adultes en tout cas, c'est que ces formes contractées pourraient peut-être même les aider, en fait. Parce que ça ajoute une décomposition, certes artificielle, mais ça ajoute une décomposition qui pourrait les aider dans la lecture. Par contre, où il faut être clair, c'est pour des enfants, il faut que les enfants aient maîtrisé le suffixe. Si un enfant ne sait pas ce que c'est euse, si vous dites collaborateur RIS par exemple, si l'enfant ne sait pas du tout ce qu'est RIS, ou il ne l'a pas vu suffisamment fréquemment, pour l'enfant ça va être compliqué en fait. Donc il faut que l'enfant maîtrise ce suffixe, et c'est seulement si l'enfant maîtrise ce suffixe, probablement, que ça va l'aider. Voilà, donc tout ça pour dire, il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus, il y a beaucoup d'équipes qui ont commencé à faire ça, surtout en France à l'heure actuelle, mais ce n'est pas si clair que ça, ce n'est pas aussi clair qu'on entend finalement dans les débats. Je finis par une dernière question, parce qu'on nous pose souvent cette question. On nous dit souvent, alors c'est des fois un peu teinté de racisme, quand on nous dit, mais bon là je ne vais pas vous dire ça, mais des fois on nous dit, ah oui mais regardez dans ce pays X, il n'y a pas de genre grammatical et les femmes ne sont pas dans des meilleures conditions, etc. etc. D'accord ? Alors ça c'est une vraie question en fait. Au départ c'est une question qui se veut provocatrice, mais en même temps il y a de la recherche là-dessus. C'est ça qui est intéressant. Moi je vous montre assez rapidement. Première chose qu'il faut retenir, c'est que le genre grammatical, il marque le genre. Certes, ok. Il marque le genre. Mais il y a d'autres manières de marquer le genre. Il n'y a pas que le genre grammatical. Donc, on peut marquer le genre autrement. Si vous regardez, par exemple, en turc, en fait, on dit un enfant et une fille-enfant. Vous voyez ? Un enfant, une fille-enfant. Donc, on marque le féminin. En anglais, par exemple, on parle de athlete et de female athlete. Vous pouvez essayer, vous allez sur Google, vous mettez Football Association, vous regardez sur quel site vous tombez. Si vous mettez... Pour trouver les femmes, vous devez mettre Female Football Association. Donc en fait, c'est une manière de marquer, un peu de la même manière que le genre grammatical. Donc ça, il faut faire attention. Il n'y a pas que le genre grammatical qui marque le genre. Première chose. Deuxième chose, maintenant, c'est qu'on teste ces hypothèses. Je ne vais pas vous montrer tous les tests de ces hypothèses, je vais vous montrer surtout le dernier, parce que pour Fribourg, c'est intéressant en termes de bilinguisme. Il y a des recherches qui se font où ce qu'on fait, c'est qu'on fait remplir des questionnaires à des personnes bilingues qui parlent une langue avec un genre grammatical et qui parlent une autre langue sans genre grammatical. Donc ça s'est fait par exemple en estonien et russe. L'estonien n'a pas de genre grammatical, le russe a un genre grammatical. Les questionnaires qui sont donnés sont des questionnaires de conservatisme sur différents domaines, dont un des domaines, c'est sur l'égalité entre femmes et hommes. D'accord ? Et ce qu'on remarque, c'est que quand les gens répondent en russe, leurs attitudes sont plus négatives envers l'égalité entre femmes et hommes. Quand les gens répondent en estonien, il y a des niveaux des attitudes qui sont plus positives envers l'égalité. D'accord ? Alors ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. La question, c'est, mais c'est quoi le mécanisme ? Comment ça fonctionne ? Et ça, on ne le sait pas encore. Une des hypothèses, c'est qu'en fait, le sexisme ou ces attitudes négatives, cet androcentrisme, il est tout le temps là. Mais on a besoin parfois de choses pour l'activer. Et le genre grammatical va activer ça.
Donc il y a d'autres manières d'activer. Donc c'est possible que ce soit quelque chose de dormant et que finalement, de dormant, alors c'est souvent assez explicite, mais de fait, le genre grammatical va activer ces attitudes et c'est pour ça qu'on voit ces résultats-là. Voilà, je m'arrête là-dessus. Il y a une question maintenant qui se pose, et maintenant on fait quoi ? Et là, c'est une question, ici à Fribourg, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fonctionne ici? Alors, ce qui est important de vous dire, c'est que le prix Marcel Benoît a été assez incroyable personnellement, c'est vrai, vraiment. Mais ce qui est aussi vraiment chouette ici, c'est qu'on est en train de construire un institut de recherche sur le genre et la diversité, un institut interdisciplinaire avec de l'histoire, de la sociologie, des géosciences, avec du droit également. Et cet institut va s'ouvrir. Cet institut s'appelle l'Institut Hélène Feutz sur le genre et la diversité. Si ça vous intéresse, je vous dirai plus tard qui est Hélène Feutz. Mais ce qui est important ici de dire, c'est que je vais utiliser un terme que ma fille utilise, elle va adorer. Je regarde où elle est, ou pas. On ne va pas se mentir. Votre soutien moral, il est indispensable. Vraiment, votre soutien moral, il est indispensable. Et merci, vraiment. Mais, on ne va pas se mentir, on a aussi besoin de soutien financier. Donc, vraiment, ici, j'essaye de faire un effet boule de neige. Un effet boule de neige. On cherche des partenaires pour cet institut, des partenaires qui aimeraient embarquer dans cette aventure. Et en faisant boule de neige, peut-être vous en parlez à tout le monde, à votre oncle à qui vous aurez demandé ce qu'il pense de l'écriture inclusive, mais parlez-en. On cherche vraiment des partenaires pour monter cet institut qui est en train d'être monté à l'heure actuelle. Voilà, je remercie maintenant, je termine parce qu'évidemment il faut remercier Marcel Benoît. Ce qui est un peu bizarre, c'est comme tous les prix en fait, c'est des prix qu'on reçoit individuellement, mais on ne travaille jamais seul. Si quelqu'un vous dit que la personne elle travaille seule, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. D'accord ? Donc je remercie toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, et il y en a encore, j'en ai sûrement oublié, toutes les personnes qui ont travaillé avec moi ici à Fribourg, il y en a vraiment énormément. Et sûrement que j'en oublie ici. Donc merci beaucoup. Ce que je vous ai présenté, c'est un travail collectif, c'est toujours collectif. Alors c'est aussi un peu collectif parce que je pense que je n'arriverai jamais à avoir ces idées-là seul. Ça c'est clair, j'ai besoin d'autres personnes pour m'aider. Et bien sûr, comment on s'approche de plus en plus de Noël. Vous avez remarqué, il faut préparer Noël très vite. J'aimerais quand même parler d'un livre qu'on a écrit, comme ça vous préparez un peu vos cadeaux déjà, parce qu'on ne prépare jamais assez tôt ces cadeaux. On a écrit un livre pour mandaté par le Robert pour calmer les esprits. Dans ce livre, il y a 15 petites expériences à faire. Alors, je dois vous avouer, je les ai pensées vraiment pour l'apéro. Mais les gens me disent les faire aussi en famille. Dans ces 15 expériences, on a pris les expériences qu'on fait en laboratoire, on les a transformées pour les essayer à l'apéro ou ailleurs. Il y a 14 expériences qui sont bienveillantes et il y en a une qui n'est pas bienveillante. Voilà. Si jamais vous pouvez acheter le livre après, on collabore avec Libreforos, là je fais mon marchand de tapis, c'est bien, mais on collabore avec Libreforos. Il y a d'autres livres aussi, je vous ai parlé de choses ici aussi par rapport aux Français. J'ai demandé aussi à Libreforos d'amener les livres sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, si ça vous intéresse. Et là, j'ouvre la discussion si vous avez des questions. Merci.